Donc, hey, bonjour tout le monde. Bienvenue à ceux qui sont avec nous en ce moment sur Zoom, ceux qui sont en ligne sur Facebook. Bienvenue à notre troisième webinaire de la semaine. On est très heureux de vous compter parmi nous. Si vous n'avez pas eu la chance de regarder les deux premiers webinaires, ils sont toujours disponibles sur notre page Facebook et prochainement, on va les ajouter sur notre page YouTube. De mon côté, je m'appelle Pierre-Luc Lafrance. Je vais être votre maître de cérémonie aujourd'hui. Euh, Ceux qui étaient présents là, hier lors du webinaire sur le thème Derrière chaque visage, une histoire, devant chaque personne, une solution, vous avez eu la chance d'entendre Olivia, Christiane et Martin qui nous ont parlé de leur vécu. Aujourd'hui, on va aller dans le même sens, mais en accueillant Nathalie Haché et Gabriel Coutu. Ce sont deux intervenants expérimentés dans l'accompagnement auprès des proches d'une personne vivant avec un problème de santé mentale. Euh, Puis, bien sûr, le gros lancement de notre semaine, bien, ça a été notre nouvel outil interactif Cap vers des solutions. Si vous l'avez regardé, bien, vous avez pu voir leur visage déjà. Ben, c'est sûr, c'était deux intervenants experts là, sur cet outil-là. À deux, ils ont participé à la création des 12 capsules web sur différents sujets d'intérêt pour les proches. Puis que vous soyez un enfant, un parent, un membre de la fratrie, un conjoint, il y a du contenu pour vous tous. Euh, Avant de leur demander de se présenter, je veux juste vous rappeler, rappeler aux gens du public, si vous avez des questions, des commentaires, des cris du cœur, des angoisses profondes, n'hésitez pas à les écrire par la partie questions. Si vous êtes sur Facebook, écrivez-le en commentaire là. Il va y avoir une section questions un peu plus tard. Donc, soyez pas inquiets là, si on ne répond pas tout de suite. Il y a une section là, du webinaire aujourd'hui qui sert justement à répondre à vos questions. Fait qu'on va les accumuler et à ce moment-là, en fait, on va prendre les questions, on pourra vous donner les réponses. Donc, je vous passe la parole. Peut-être, Nathalie, si tu veux, commence par te présenter, dire ton rôle en quelques mots. Je m'appelle Nathalie Haché, je suis travailleuse sociale dans un des organismes membres du réseau Avant de craquer. Donc, je suis à la Collade Santé mentale et je suis intervenante ici depuis une quinzaine d'années. De ton côté, Gabriel. Bonjour, mon nom est Gabriel Coutu. Moi, je suis dramathérapeute, j'ai une équipe de Concordia et je travaille à l'organisme Les Amis de la santé mentale à Beaconsfield, qui fait partie du réseau Avant de craquer. Euh, voilà, c'est ça. Génial. Je vous rappelle le but aujourd'hui. Notre thème, c'est vraiment vous accompagner une personne vivant avec un problème de santé mentale, passer en mode solution. Donc, on va essayer d'outiller les gens qui sont avec nous, leur donner des pistes de réflexion, des pistes de solution. Euh, Ça va s'articuler autour de quatre thèmes. Les quatre thèmes développés dans l'outil interactif, c'est-à-dire la relation parent-enfant, la relation de fratrie, la relation enfant-parent, la relation conjoint-conjointe avec ou sans enfant. Donc, commençons avec la question de la relation parent-enfant. Peut-être que je vais m'adresser à Gabriel en premier, mais Nathalie, si tu as des choses à ajouter, tu es bien sûr invité à le faire. Euh, c'est quoi les particularités de la relation parent-enfant quand un parent a un problème de santé mentale? Ben, les particularités, je dirais, c'est que c'est sûr, ça peut venir avec plusieurs défis euh, relationnels. Ça peut venir avec de la difficulté parce que le parent, des fois, va avoir plus de misère à remplir son rôle de parent, à répondre aux besoins de son enfant d'une manière qu'on pourrait s'y attendre dans une situation où il n'y aurait pas de troubles ou de problèmes liés à la santé mentale. Donc, ça peut amener plus de conflits, plus de tensions. Ça peut amener une inversion des rôles. Là, tu sais, on en parlait un peu dans l'outil interactif l'idée de la parentification. Si le parent est incapable de gérer, disons, ses propres besoins ou même sa propre santé mentale ou bon, tu sais, ou il est moins fonctionnel ou tout ça au niveau du travail ou pour plein de raisons, l'enfant va sentir souvent son besoin de protéger le parent. Tu sais, c'est un parent qui est très anxieux ou qui a de l'air, disons, désorganisé ou tout ça, mais l'enfant, naturellement,
naturellement, va vouloir protéger son parent. Il y a une question de survie là-dedans, là, disons, parce que tu veux que disons, la personne qui te protège, ton protecteur, ou le parent, normalement, est le protecteur, là, la personne significative, ben, soit en santé le plus possible, capable de prendre soin de toi. Donc, il y a comme une idée de protection. Ça peut se faire à un très jeune âge, d'un point de vue inconscient. Puis après ça peut avoir un impact toute la vie, disons, dans la relation. Donc, c'est important d'en prendre conscience qu'on est plus vieux, peut-être, puis plus capable, justement, de répondre à ça, puis d'inverser un peu la vapeur par rapport à ça. Ouais, je dirais, ça, c'est en gros, peut-être. Nathalie, est-ce que tu as des éléments à ajouter de ce côté-là? Ben, je pense pour faire un peu de pouce sur ce que Gabriel a dit, où est-ce que l'enfant va avoir envie de protéger son parent, on peut aussi avoir un parent qui est très, très protecteur de son enfant aussi, où l'enfant doit apprendre à prendre le pas de recul en vieillissant. Fait il y a ce côté-là aussi, il n'y a pas... il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Là. Il n'y a pas juste la problématique de santé mentale, mais il y a aussi toute la personnalité de chaque personne. Il y a les facteurs environnants, il y a la société dans laquelle on grandit. Il y a plein de choses qui vont venir jouer aussi dans la relation parent-enfant. Donc, dans certains cas, c'est l'enfant qui va vouloir, à un certain point, prendre un pas de recul. Puis ça aussi, ça peut être difficile pour un parent qui, déjà, c'est pas évident quand on n'a pas nécessairement de problématique de santé mentale, mais qui peut aussi rendre compliqué là, la distinction dans la relation. Là. Ouais. Donc, il y a ce côté-là aussi qu'on peut voir parfois. C'est comme si je comprends bien ce que tu amènes, c'est vraiment l'idée de la protection aussi du parent. Je pense qu'en tant que parent, des fois, quand notre enfant cherche à s'autonomiser, c'est difficile. Même quand il n'y a pas de problème de santé mentale, ça peut être très difficile de perdre ce rôle-là. On peut être très protecteur, on peut être même surprotecteur. Et des fois, quand la santé mentale vient se mêler, un enfant qui veut s'autonomiser peut devenir très menaçant, disons, pour le parent, ou en tout cas, ça peut être très épeurant. Puis là, ça peut complexifier ce processus d'autonomisation de l'enfant, puis de devenir sa propre personne. Là, J'aimerais ça revenir sur la question un peu bon, Gabriel l'a abordé, dans certains cas, il y a comme quasiment une inversion des rôles, que l'enfant c'est en quelque sorte là, obligé d'être l'adulte. Comment on peut se prémunir de ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ou du moins limiter cette situation-là? Je dirais que c'est de se questionner par rapport à ça. C'est sûr, il faut en prendre conscience parce que ça peut se produire à un niveau inconscient. D'en parler à d'autres gens, de trouver des gens à l'extérieur, que ce soit des conseillers, des psychologues, tout ça, c'est toujours bien d'aller chez des ressources, d'en parler. Mais de se questionner puis de se positionner par rapport à ses besoins, à ses limites. T'sais. Dans le fond, on entrerait dans la discussion par rapport aux limites de OK, qu'est-ce que j'ai de besoin? Est-ce que mes besoins sont remplis? C'est-tu possible? Comment est-ce que je peux est-ce que mon parent peut les remplir ou peut pas? Mais moi aussi, qu'est-ce que je suis prêt à faire dans ma relation avec mon parent, puis quel rôle que je suis prêt à prendre? Donc, je dirais se questionner, se positionner, nommer ses propres besoins, puis après ça, d'en discuter avec le parent, de s'asseoir. C'est ça. OK. Je rajouterais aussi, c'est sûr que, oui, de se questionner, c'est sûr que c'est pas toujours évident parce que souvent, quand on est dans un rôle de parentification, on ne s'en rend pas nécessairement compte qu'on est dans ce rôle-là. Puis ça va arriver à un certain point où on commence à se questionner sur le rôle que je suis en train de jouer, puis on compare un peu avec les autres aussi qui sont autour de nous. Hein. On va valider un peu avec nos amis le rôle de nos amis avec leurs parents, parce que c'est très similaire. Mais je pense que, comme Gabriel dit, c'est beaucoup de se questionner, mais de revenir à est-ce que
qu'est-ce que ce rôle-là est en train de m'apporter? Parce qu'il y a quand même un besoin que c'est en train de combler chez soi-même en tant qu'enfant. Donc, qu'est-ce que ça fait pour moi? Qu'est-ce que ça me permet de faire? Qu'est-ce que ça me donne comme ça répond à quel besoin finalement? Puis d'aller travailler là-dessus, puis de se questionner. Fait que, surtout, d'aller chercher de l'aide par rapport à ça, parce que c'est un travail qui est très difficile de prendre le pas de recul, puis de se distinguer de la relation de notre parent, puis de se questionner sur ce rôle-là. Puis souvent, c'est un rôle qui est présent depuis qu'on est très, très, très jeune, fait que ça devient normal, à la limite, d'avoir ce rôle-là. Donc, ça peut être très confrontant aussi de se dire, est-ce que j'ai vraiment envie de jouer ce rôle-là, puis comment est-ce que je fais pour m'en sortir de ça? C'est très, très, très confrontant. On parlait de la question de limite, de l'importance de mettre ses limites, de mettre les choses, mais concrètement, comment on peut aborder ça ou mettre ça en place parce qu'on s'entend sur le principe de dire hey, je mets mes limites ou hey, mais il y a la question que Gabrielle a déjà abordée, de définir ces limites-là. Puis après ça, il y a la question de réussir à en parler avec le parent pour expliquer ben, moi, mes limites se placent là. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à un jeune là-dessus? Ben, dans le fond, je dirais que c'est sûr que c'est bien de valider. Quand tu parles à quelqu'un, s'asseoir, essayer de trouver un moment. Donc, de le définir pour soi avant. Ça, c'est bien de se préparer. Ça peut être des écrire. Tu sais, des fois aussi, l'écriture, sortir des choses de sa tête, moi, je trouve que c'est un bon outil pour se préparer pour une discussion importante ou quoi que ce soit. Tu sais. Donc, écrire des choses sur une feuille. Après ça, s'asseoir, essayer de trouver un moment qui est propice, puis d'avoir l'oreille de l'autre personne, de valider aussi les besoins de l'autre, parce que c'est sûr que l'autre va avoir des besoins, des limites, mais de les valider, ça ne veut pas dire qu'on accepte d'y répondre ou qu'on est capable d'y répondre, mais quand même, ça communique qu'on entend, qu'on est là, puis ça aide beaucoup la discussion, tu sais, aussi. Moi, j'aime bien les outils de communication non violente aussi, là, des fois de Rosenberg, là, de parler au jeu, d'essayer de parler de ses propres émotions. Donc, que je trouve, c'est des outils, disons, de communication pour essayer que la discussion se passe le mieux possible. C'est sûr que dans la pratique, des fois, ça peut être très difficile, mais c'est aussi peut-être des fois de prendre un peu de recul si la discussion devient trop pas dans la direction qu'on veut, d'une manière plus dans la confrontation, dans quelque chose d'agressif ou tout ça, mais c'est correct de dire on va prendre un break, peut-être, c'est pas le temps. Donc, c'est ça. Il y a tout un travail derrière ça. Ouais. Tu sais, identifier ses limites, là, à la base, là, quand on commence à aller chercher des informations, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vient nous déranger puis qui vient nous heurter dans nos valeurs, dans nos croyances. Fait que déjà, au départ, d'aller identifier qu'est-ce que ça vient toucher chez moi, pourquoi ça m'affecte, est-ce que j'aime ça, j'aime pas ça, est-ce que je me sens mal dans cette situation-là, et c'est là souvent qu'on va commencer à voir les limites à mettre en place. Parce que si à chaque fois que cette situation-là se présente, ça vient me déranger, mais c'est qu'il y a quelque chose là à mettre en place. Je me sens pas bien. Pourquoi je me sens pas bien? Est-ce que je dois mettre quelque chose en place par rapport à ça? C'est là que, tu sais, la demande d'aide vient intéressante parce que des fois, c'est difficile de savoir parce qu'on se sent mal aussi de mettre des limites en place, on se sent coupable de nommer que, tu sais, ça me dérange, puis j'aime pas ça, puis j'ai besoin de prendre un pas de recul. Et c'est là que l'aide devient intéressant et important parce que, tu sais, il faut quand même trouver un endroit où est-ce qu'on se sent en sécurité pour aller évaluer les besoins qui sont non répondus, puis de trouver une façon d'y répondre et d'être en mesure de le nommer, d'être accompagné dans tout le processus de cheminement. Puis chaque limite va être différente pour chaque personne. Moi, je peux avoir mes propres frontières personnelles, mais ça se peut que Gabrielle ait ses frontières personnelles, puis ce ne sera pas les mêmes, puis c'est correct aussi. Mais il faut être en mesure de les identifier, puis de faire le travail, mais pas seul. Mm-hmm. C'est ça. De ce que je comprends vraiment là-dedans, c'est qu'il y a une première étape qui est de les définir et ça vaut la peine d'avoir un regard extérieur, d'avoir une conversation avec quelqu'un parce que dans bien des cas, on est capable de dire je ne suis pas bien dans cette situation-là, mais on n'est pas
on n'a pas nécessairement le recul nécessaire pour voir les éléments, les enjeux, les choses qui sont là-dedans, d'être capable de formuler cette limite-là. On est capable de formuler le malaise, mais pas nécessairement la limite. Puis là, dans un deuxième temps, c'est un peu ce que Gabriel racontait plus tôt, c'est de choisir le bon moment pour discuter avec la personne. On s'entend dans une situation de crise, c'est peut-être pas là le bon moment pour dire, ben là, ça, c'est une. Par contre, de prendre justement un moment plus calme, s'asseoir avec la personne, dire, regarde, quand il s'est passé telle chose, moi, je suis pas à l'aise là-dedans. Il y a une limite de ce côté-là. J'aimerais ça qu'on fasse attention à ça. J'aimerais ça. Et d'être capable d'avoir la discussion aussi avec l'autre et non pas juste une liste de choses, tac, 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 mais d'être capable de parler, d'établir un dialogue autour de ça. Et je rajoutais aussi que, tu sais, le fait que c'est un enfant qui met des limites par rapport à son parent, c'est encore, je pense que c'est une complication de plus parce qu'il y a tout le rôle de l'enfant versus le rôle de parent. Puis on n'est pas conditionné à penser que l'enfant aurait le droit de mettre des limites en place par rapport à son parent. Donc, ça aussi, c'est une autre chose à aller valider avec un intervenant ou avec quelqu'un, peu importe, un proche mais d'aller parler de ce côté-là parce que c'est quelque chose qui rend plus compliqué le fait de mettre des limites en place. Il y a des rôles que c'est plus naturel. Celui-là, c'est pas nécessairement naturel de mettre des limites en place avec son parent. Puis est-ce que ce serait le genre de situation où ça vaudrait la peine d'avoir quelqu'un qui nous accompagne là-dedans, quelqu'un qui accompagne le jeune là-dedans, au-delà de, oui, pour l'aider à les placer, ces limites-là, mais peut-être justement pour la démarche pour en parler aussi avec son proche? Oui. Moi, je pense, moi, je pense que c'est toujours positif d'avoir des gens qui nous accompagnent, apprendre à demander de l'aide, puis savoir demander de l'aide, c'est un gros défi pour plusieurs personnes. Donc, c'est ça, que ce soit des proches ou des professionnels d'organismes communautaires comme du réseau Avant de craquer ou de CLSC ou à l'école. Il y a plusieurs endroits, puis il y a plusieurs ressources, puis moi, je dirais que c'est toujours positif, là, disons, d'aller chercher de l'aide. Puis le processus de le faire, des fois, peut être difficile au niveau personnel, de s'avouer qu'on a besoin, puis il y a comme une honte. Il y a plein d'émotions là, qui peuvent entrer en jeu, des stigmatisations. Donc, ouais. Oui, puis mentons-nous pas, même pour un adulte, placer ses limites, c'est un défi. C'est Oui. pas quelque chose de si facile que ça dans la vie, de placer ses limites et en plus de les exprimer à quelqu'un d'autre. Là, en plus, il y a la relation de parents. En plus, il y a la question de santé mentale qui rend ça plus compliqué ou du moins plus délicat. C'est sûr que c'est un enjeu majeur. Parce que comme Nathalie disait, c'est une relation d'autorité, d'une certaine manière, dans la relation parent-enfant. Puis normalement, c'est le parent qui a l'autorité. C'est pas naturel de se dire, OK, c'est l'enfant qui doit mettre ses limites. Il y a quelque chose qui vient, encore une fois, ajouter un peu de complexité là, à la situation. Peut-être pour terminer sur la relation parent-enfant, est-ce que c'est difficile de garder une relation saine à travers ça? Bonne question. Bonne question. Je sais pas. Mais, je veux dire, je dirais, des fois, c'est dur de garder des relations saines ou, pour tout le monde. C'est sûr, dans une relation où il y a des problématiques de santé mentale, ça va amener encore une fois des niveaux là, de complexité. Mais ma réponse, c'est comme une autre question, je trouve, mais ma réponse serait comme oui, c'est difficile, mais en même temps, c'est possible. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Puis toutes les situations ne sont pas pareilles. Il y a des gens chez qui ça va être beaucoup plus simple, puis ça va bien se passer. Puis il y a aussi des histoires comme ça. C'est sûr que c'est moins. Je pense qu'on a peut-être moins accès à ces histoires-là en tant qu'intervenant parce que les gens qui nous appellent, c'est pas hey, ça va super bien. Donc, c'est sûr que. Mais je pense que oui, il y en a. Puis on essaie d'améliorer aussi la situation dans laquelle on est tout le temps.
Je sais pas si Nathalie a quelque chose. Mais j'ai envie de dire la même chose, c'est possible parce que, on le voit aussi, là, avec les familles qu'on courtoie, là, au fil du temps, c'est possible de, même si c'est, je ne veux pas dire que c'est une relation malsaine, mais s'il y a des complications dans la relation, c'est possible d'aller vers une relation où la communication est plus fluide, c'est plus facile, où est-ce que, on est capable de respecter les limites l'un de l'autre. Oui, on est capable d'aller vers ça. Mais ouais, c'est ça, la majorité des gens qui appellent, c'est pas parce que ça va bien, c'est qu'il y a des difficultés relationnelles, mais c'est possible d'aller vers une relation saine où est-ce qu'on se sent respecté puis appuyé. OK. On va passer au deuxième thème, la relation de fratrie. Quand on a un frère ou une sœur qui a un problème de santé mentale. Une question, excuse-moi, Oui. Pierre-Luc. Il y avait une question dans le chat. Oui, ben les questions, on les prend plus tard. À la fin, OK, Oui, excuse-moi. on a un bloc pour les questions. OK. Quand on a un frère ou une sœur qui a un problème de santé mentale, on peut avoir le sentiment d'être dans l'ombre. Comment on fait pour définir son rôle, sa place dans la famille? Je pense encore une fois, c'est la communication. Il faut s'asseoir avec la famille. Puis, c'est sûr que c'est pas évident. Puis, encore là, c'est possible de le faire avec, accompagner ça aussi. Là. Par exemple, là, ici, on pourrait le faire là, où est-ce que la fratrie serait assise avec les parents pour discuter un peu de leur rôle au sein de la famille. Mais si ce n'est pas ça qu'on cherche, c'est quand même possible de s'asseoir au moins avec un des deux parents pour expliquer un peu comment on se sent par rapport à l'annonce, au diagnostic qui est tombé, puis quel rôle et quelle place est-ce qu'on veut prendre au sein de la famille. En même temps, c'est important d'impliquer tous les membres de la famille quand même parce que chaque personne est en train de vivre quelque chose et chaque personne a le droit de comprendre ce que l'autre est en train de vivre, incluant la personne qui a reçu le diagnostic parce qu'il vit quelque chose de difficile aussi. Fait que chaque personne devrait avoir une place, puis c'est pas une discussion, ça va être souvent des discussions qui vont revenir souvent. Souvent, ce que moi je suggère, là, c'est de faire un retour en famille, là, peut-être une fois par mois ou 2 mois, juste pour voir est-ce que tout le monde est correct, où est-ce qu'on se retrouve actuellement, toi, comment tu te sens, est-ce que ça répond à, est-ce que tu te sens bien là, actuellement dans ton rôle? Y a-t-il des choses qui auraient besoin de changer? Mais vraiment d'ouvrir la communication et de permettre à chaque personne de pouvoir partager comment il voit son rôle et ses responsabilités au sein de la famille. Donc, puis en même temps, avec les limites aussi, là, qu'est-ce que je suis capable de faire, qu'est-ce que je suis pas capable de faire, qu'est-ce que je veux pas faire. Puis, on ouvre la communication là, le plus possible. Puis j'imagine que ça peut évoluer dans le temps aussi. Dans le sens, on n'est pas cantonné à un rôle de OK, j'ai ce rôle-là, ben là, that's it, signé pour les 10 prochaines années. Là. Mm-hmm. Non, et c'est de là l'importance justement d'avoir une communication ouverte, parce que ça va changer au fil du temps. Quand le diagnostic tombe, ça, c'est un choc. C'est un choc dans une famille, ça crée des vagues. Mais 5 ans plus tard, ça va être autre chose. 10 ans plus tard, ça va être autre chose. Fait que oui, il faut faire quand même un retour sur les rôles de chaque personne, puis où est-ce qu'on se retrouve, puis comment on se sent dans tout ça. Là. Gabriel, peut-être as-tu quelque chose à rajouter justement là, sur comment définir son rôle, comment trouver sa place dans la famille? Ben, je pense que Nathalie, elle a fait un bon survol. C'est sûr, c'est l'idée de l'idée que ça va changer, ça, je pense que c'est important. L'idée de se laisser cette ouverture-là. Aussi, c'est la même chose, c'est encore une fois, aussi on parlait tantôt. Est-ce que justement, si on se retrouve mal à l'aise dans des situations, tout ça, est-ce que c'est parce que je suis dans un rôle que j'aime pas? C'est quoi, je suis rendu le médiateur, des fois en tant qu'enfant qui va bien, là, d'une certaine manière, ou que pas, ou on peut disparaître, on peut se retrouver dans des rôles où on peut des rôles de médiation, justement, des fois entre les parents qui vont vivre des choses, parce que il y a beaucoup, en tout cas, on va en parler plus tard, mais les émotions qui peuvent venir aussi d'un parent il y a plein d'émotions qui viennent là, quand tu apprends un diagnostic de santé mentale, tout ça. Donc, des fois, le parent là, va avoir
un onde de choc, là, comme Nathalie disait, puis un enfant peut se retrouver comme le médiateur ou la personne qui va un peu. Donc c'est ça, c'est se questionner. Est-ce que je suis. Est-ce pourquoi, tu sais, c'est bon que je suis mal à l'aise? Est-ce que c'est pourquoi, là, tu sais, puis d'en discuter après ça, là. Ben, c'est un peu, justement, dans l'outil, c'est un peu la position d'Olivia à un moment donné qui racontait qu'elle était rendue la médiatrice entre ses parents et son frère. Puis, une manière, elle se disait, ben, ça ne devrait pas être ça mon rôle. De Mhm, facto, c'est ça, mais c'est pas un rôle que je veux jouer. C'est pas un rôle que je veux jouer à long terme. C'est pas. mhm, Fait que, encore une fois, c'est que la communication est très importante. mhm. Puis elle parle de Olivia, tu sais, de plaisir qu'elle avait des fois de sortir de la maison puis d'oublier, de la capacité d'oublier, tu sais, de sortir de la pression justement puis de vivre un peu sa jeunesse, son Mhm. enfance, puis d'essayer d'aller chercher une certaine forme de normalité. Pas comme elle dit que c'est pas que c'était pas normal, mais tu sais, c'est ça, tu sais, donc c'est ça. C'est de voir justement jusqu'à quel niveau, puis aussi de l'importance de, de sortir, de prendre de la distance aussi, quand même. Nathalie, puis là, on vient justement de l'aborder avec les questions d'Olivia, mais j'imagine que c'est important de justement trouver, au-delà de l'espace familial, au-delà de la relation de fratrie, mais de se préserver là-dedans, de se trouver son espace à soi aussi. Ben oui, tu sais, malheureusement, tu sais, je pense que, tu sais, il y a une adaptation qui se fait au sein de la famille quand il y a une maladie mentale qui se présente, là. On a tendance un peu à s'oublier, puis tu sais, à mettre la maladie au centre du fonctionnement familial, puis on se perd un peu là-dedans parce qu'on veut tellement aider la personne, on veut tellement trouver comment enlever cette maladie que, tu sais, on finit un peu ou s'adapter tout court, là, on finit par se perdre un peu. Mais c'est important de se retrouver. On est quand même, tu sais, on porte plusieurs chapeaux, on a plusieurs rôles. Tu sais, oui, tu sais, comme pour Olivia, tu sais, c'est une sœur, c'est une fille, mais c'est Olivia aussi. C'est une amie, c'est. Tu sais, il y a plusieurs autres rôles qui tournent autour, puis il ne faut pas les oublier, ces rôles-là. Donc, tu sais, mais là aussi, tu sais, je reviens avec tu sais, de discuter avec une personne, de voir, tu sais, est-ce que je suis bien dans les rôles que je suis en train de jouer. Quand je suis présent, par exemple, tu sais, avec mes amis, est-ce que je suis en train de réfléchir à ce qui est en train de se passer chez moi ou est-ce que je suis capable de décrocher puis d'aller passer du temps avec mes amis seuls puis de faire autre chose puis de me concentrer sur moi? Est-ce que ça prend trop de place pas trop de place, mais est-ce que ça prend plus de Mhm. place dans ma vie? Donc, moi, personnellement, où est-ce que je suis rendue? Puis, tu sais, comment est-ce que je peux penser à moi, puis de me permettre aussi de me donner le droit, parce qu'encore une fois, tu sais, il y a tellement d'émotions qui sont rattachées à ça, il y a beaucoup de culpabilité. Euh, tu sais, si on a la capacité à sortir de la maison puis de faire autre chose, puis tu sais, on voit notre frère ou notre soeur qui est à la maison, puis tu sais, c'est un petit peu plus difficile, tu sais, il y a un petit peu plus d'isolement. Tu sais, ça se peut qu'on se sente coupable de cette réalité-là aussi. Mais c'est là que, tu sais, on va essayer de travailler sur, tu sais, l'identification des émotions qu'on est en train de ressentir, puis tu sais, de se donner le droit de quand même vivre ce qu'on a à vivre, même s'il y a quelque chose qui se passe à la maison qui n'est pas toujours facile. On se donne le droit de Tu sais, penser à soi aussi. j'aime beaucoup ça, justement, se donner le droit, se trouver son espace, le cocktail d'émotions qu'il y a autour, parce que de l'extérieur, c'est facile de simplifier, d'emmener ça. Ah, ben, il y a de la culpabilité, mais c'est qu'il y a de la culpabilité, mais il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de l'incompréhension, il peut y avoir toutes sortes de choses là-dedans. Comment, quel conseil on pourrait donner à un jeune, justement, pour se retrouver dans ces émotions-là, puis à quelque part, de les accepter aussi, puis de cheminer là-dedans? Mais dans un premier temps, il n'y a pas de mauvaises émotions. Je pense que Assurément. c'est très. Tu sais, on a tendance à penser que la colère, on n'a pas le droit de vivre la colère. Mhm. On a le droit de le vivre. C'est une émotion qui est nécessaire, qui est importante, qui nous mobilise. Il faut, tu sais, on a le droit de le vivre, il faut se donner le droit aussi de les vivre. D'être en mesure de les identifier, de les nommer. Tu sais, je pense que c'est là aussi que ça vient un peu avec le rôle puis la place qu'on prend au sein de la famille. Tu sais, si je ne me sens pas bien d'être en mesure de nommer ce que je suis en train de vivre par rapport à la situation. Tu
les émotions qui ressortent, est-ce que j'ai un endroit pour le nommer, pour me déposer? Fait que, tu sais, un outil ou un conseil, ça dépend des personnes. Il y a des gens qui vont parler, il y a des gens qui vont écrire, il y a des gens qui vont, qui vont juste le nommer, comme at large comme ça. Il y a des petits moyens qu'on peut utiliser quand même là, pour être en mesure de les identifier. Là. Je pense que c'est beaucoup aussi de se questionner sur les outils que je suis en train d'utiliser pour gérer mes émotions. Fait que, comme par exemple la colère, là, c'est une émotion qui est nécessaire, j'ai besoin de le vivre, mais c'est dans l'expression de ma colère que c'est là que ça va devenir, que ça va jouer. Fait que, comment est-ce que je suis en train d'exprimer mon émotion avec les gens qui sont autour de moi? Est-ce que c'est sain? Est-ce que je peux trouver une autre façon d'exprimer cette colère-là? Fait que je pense que j'ai fait un peu le tour de, mais c'est... Puis, question que je me pose, parce que déjà, la demande d'aide, c'est pas facile, peu importe le groupe d'âge, mais est-ce qu'il y a des particularités de la demande d'aide chez les ados, même chez les enfants? Est-ce qu'il y a des difficultés particulières à ces groupes d'âge-là? Pour les enfants, je pense faut faire attention parce qu'on peut avoir l'impression que les enfants ne se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer, puis ils comprennent quand même bien qu'est-ce qui se passe. Donc, de ne pas ignorer les questions des enfants. Mais souvent, ça va amener beaucoup, beaucoup d'émotions et d'inquiétudes. Adolescents, je pense qu'on commence à se questionner un petit peu plus sur est-ce que moi aussi, je suis à risque de souffrir de cette même problématique? Comment est-ce que je peux accompagner mon frère ou ma sœur? C'est quoi? C'est beaucoup des questionnements par rapport au rôle. Pour les enfants, on se pose peut-être un peu moins la question là, de c'est quoi mon rôle. C'est plus juste des questionnements par rapport au fonctionnement familial en tant que tel. Les ados, je pense que c'est peut-être plus, en tout cas de ce que j'ai vu, là, c'est peut-être un petit peu plus ma relation avec mon frère, ma sœur directement. C'est moins peut-être attaché aux parents, mais plus par rapport à ma relation personnelle. Là. Sinon, de ton côté, Gabriel, est-ce que tu as noté des particularités, justement, plus les enfants par rapport dans les besoins, même des fois, ou dans les questionnements entre les enfants et les adolescents? Parce qu'il y a quand même un développement qui est différent. Oui. Mais Nathalie, elle a quand même bien nommé. C'est sûr, l'adolescence, les enfants, oui, c'est ça, ils comprennent beaucoup de choses. Puis des fois, c'est pas à un niveau conscient. Des fois, c'est à un niveau conscient, mais sont très émotionnels, sont très connectés. Donc, c'est ça de pas ignorer, peut-être, ou de donner un espace. Aussi, l'enfant, juste dans la demande d'aide, puis dans la relation avec le système, l'enfant, avant 14 ans, n'a pas le consentement. Donc, il faut la collaboration du parent, souvent, des fois pour offrir des services, ou en tout cas, avec toute cette relation-là, qui peut amener d'autres complexités, mais pour l'adolescence, c'est sûr que ça bouge beaucoup, l'adolescence. C'est comme c'est effervescent, puis on se pose beaucoup de questions. Donc, ça amène à d'autres questionnements, là, comme Nathalie le disait, là, c'est sûr. Il y a aussi tout, parce que souvent à l'adolescence, surtout quand on est proche en âge, il y a les groupes d'amis qui peuvent être similaires. Ça aussi, ça peut être un peu difficile à naviguer parce que là, si on est dans le même groupe d'amis, dans le même cercle, puis notre frère ou notre soeur commence à se retirer un petit peu plus, il y a de l'isolement ou commence à avoir des signes d'une problématique de santé mentale qui commence à se présenter. Souvent, ça va être la fratrie qui va recevoir les questions. Fait que ça aussi, ça l'amène une complication. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu peux pas dire? Qu'est-ce que ton frère, ta soeur ne veulent pas que tu dises non plus? Parce que souvent, c'est encore tabou. On ne veut pas nécessairement parler des problématiques de notre proche. Donc, c'est tout un questionnement aussi de, je veux respecter mon proche, puis en même temps, moi aussi, j'ai besoin de parler avec mes amis. Fait que comment est-ce que je peux parler, mais sans trop parler de ce qui se passe? Ouais, qu'est-ce que je peux dire? Ça, des fois, c'est bien.
qu'est-ce que je peux dire? La pression de protéger aussi la famille. Quand il y a des problèmes sentimentaux, des troubles à différents niveaux, il y a un côté où on veut protéger notre famille. Fait qu'il y a comme un genre de. Il y a des fois, tout dépendant de comment les parents vont gérer ça, il va y avoir un peu un genre de secret ou, tu sais, comme c'est ça, pression de peut-être pas trop en parler, la peur du regard. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Ça, c'est vraiment très intéressant. Ce questionnement-là, il est important. Puis, ouais, c'est comme une variable importante, je pense. Ouais, je pense que c'est une des raisons qui fait que c'est aussi important de continuer à parler de ces sujets-là sur la place publique, de continuer à travailler sur l'éducation pour justement, à un moment donné, aller plus loin que les tabous, les préjugés. Je pense qu'il y a déjà un chemin qui s'est fait dans les dernières années. Par rapport à, je me replace à quand moi j'étais adolescent, le discours n'était pas tout à fait le même que maintenant et fort heureusement, je vois une progression. Mais je pense que ça doit jouer encore que. Puis le fait dans une famille d'en parler ouvertement, d'avoir des canaux de conversation, j'imagine que ça va aider aussi, plutôt que de garder les enfants dans le secret, que ce soit un enfant, un adolescent, il se rend compte qu'il y a quelque chose. Là, c'est ça. Est-ce que c'est un tabou dans la famille? Même si c'est un tabou dans la famille, ça met une pression de peut-être pas en parler à l'extérieur de la famille. Ça donne un genre de signal que c'est tabou, que c'est secret. Donc, est-ce que ce serait une bonne chose, justement, dans les discussions dans la famille, de même emmener ce sujet-là de qu'est-ce qui peut être dit, qu'est-ce que, ça c'est plus du domaine du personnel et ça, c'est. Est-ce que ça peut être une idée dans les discussions familiales là-dessus? Oui, je pense que c'est important quand même de respecter la personne qui a reçu le diagnostic. Donc, tu sais, est-ce qu'il y a une ouverture? Qu'est-ce qu'il veut? Tu sais, lui, comment il voit ça? Qu'est-ce qu'il veut garder pour lui pour le moment? Qu'est-ce que ça lui dérange pas de partager? Mais je pense que c'est aussi de parler du besoin en tant que proche, dans le sens où je comprends que tu ne veux pas que je partage ton diagnostic, mais moi, j'ai besoin de parler avec quelqu'un. Donc, puis on partage un même réseau social. Comment est-ce que je peux partager ce que j'ai besoin de partager parce que j'ai besoin d'être épaulée? J'ai besoin d'accompagnement moi aussi. Fait que, tu sais, c'est encore une fois, on revient à la communication. Puis s'il y a quand même très peu d'ouverture par rapport à ça, c'est peut-être de trouver un endroit où c'est plus confidentiel, plus anonyme, où est-ce que je peux partager avec quelqu'un juste parce qu'on a besoin de parler. Mais que ça ne soit pas avec les amis qui sont comme partagés, par exemple, ou avec les membres de la famille qui ne sont pas nécessairement au courant de ce qui est en train de se passer. Mais je pense que c'est encore une fois de revenir aussi au sein de la famille, les impacts des tabous, des préjugés. Puis oui, il y a eu beaucoup de cheminement qui a été fait, mais de continuer à en parler, puis d'ouvrir, puis ça va peut-être s'en passer. Moi aussi, ça fait 15 ans que je fais des rencontres dans les écoles, puis on voit la différence. Les jeunes sont beaucoup plus au courant des troubles de santé mentale que 15 ans. C'est quand même assez marqué, mais encore du chemin à faire, malheureusement. OK. Ouais. On a parlé tout à l'heure des relations parents-enfants. Inversons maintenant. Lorsque c'est l'enfant qui a un problème de santé mentale, on s'entend bien, des parents peuvent avoir l'impression d'être seuls. C'est pas vrai. Nous, on le sait, mais quand on le vit, quand le diagnostic sort, c'est une impression qui peut être là. Il y a un nombre de chocs, on peut se sentir isolé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour briser cet isolement-là? C'est d'en parler, c'est sûr, aller chercher de l'aide. C'est comme c'est comme on a parlé tantôt, c'est sûr, briser l'isolement, trouver que choisir des gens. C'est sûr que des fois, notre entourage, il y a des gens qui vont être à l'aise, puis il y a des gens qui sont pas à l'aise. Ça se peut, tu sais, ça se peut de ressentir, ou ça se peut de ressentir un jugement peut-être qui est là ou qui n'est pas là, tu sais, ça dépend parce que ça vient de l'intérieur. Donc, c'est dur, tu sais, mais il y a des organismes, tu sais, c'est toujours ça, tu sais, il y a des ressources. Donc soit aller dans des, je dirais, vers des ressources externes qui sont plus confidentielles ou, tu sais, professionnelles, mais aussi, je pense, c'est quand même important d'en parler dans l'entourage de soit choisir des gens
avec qui les gens se sentent à l'aise, des gens qui ont peut-être plus cette capacité-là d'empathie ou cette ouverture-là dans leur entourage. Puis d'en parler, là, c'est sûr. Puis, je veux juste rajouter, je sais qu'on n'est pas toujours à l'aise d'aller parler avec les autres, mais il y a des témoignages qu'on peut retrouver sur la majorité des centres, pas des centres, mais des organismes. Là, on a tous des textes, des témoignages, des vidéos, des choses sur le site du réseau Avant de craquer également. Au moins, déjà là, d'aller voir de voir des témoignages, de voir qu'on n'est pas ça, c'est déjà une porte aussi là, qu'on peut s'ouvrir. Puis au fil du temps, peut-être qu'on va être plus à l'aise d'aller parler avec d'autres personnes, mais au moins commencer à aller faire un petit tour là-dessus. Là. Oui, c'est très, ouais. Et aussi, je dirais peut-être des fois des groupes de soutien. Juste, des fois, tu n'as pas la pression toujours de t'exprimer au départ, mais justement d'entendre dans l'idée des témoignages, d'entendre, parce que on peut longtemps penser qu'on est seul alors qu'on ne l'est pas, alors qu'il y a plein de gens qui vivent ça, puis là, on se dit, tu sais, on est tout seul, puis là, tu sais pas, puis la situation a l'air complètement énorme, puis là, tu t'en vas dans un groupe de soutien tout à coup, qui est axé là-dessus, là, disons, sur la problématique qui te touche, il y en a. Puis là, tout d'un coup, tu entends plein de témoignages, puis OK, non, attends une minute, puis il y a d'autres gens qui vivent ça, puis là, wow, tu sais, ça ouvre. Puis là, OK, ben, tu pourrais peut-être en parler parce que il y a d'autres gens qui le font, puis il y a d'autres gens qui vivent ça. Puis c'est de se rejoindre, normaliser un peu, toucher un peu à l'universel, aller revoir, OK, je ne suis pas tout seul. Non, c'est ça, c'est que derrière chaque histoire individuelle, chaque histoire a ses particularités, mais il y a quand même une portée universelle, une portée des gens qui vivent sensiblement les mêmes choses, vivent pas nécessairement de la même façon, vivent pas les mêmes émotions au même moment, mais il y a quand même des similitudes qui permettent que justement un groupe d'entraide comme ça puisse permettre de progresser. Une des choses que j'ai entendues dans les témoignages, puis bon, on s'entend, vous êtes de première main pour travailler avec ces gens-là, mais souvent, il y a comme un sentiment de culpabilité qui est quand même fort chez les parents, une certaine honte. Comment on fait pour apprivoiser ces émotions-là? Comment de trouver sa place là-dedans, puis de trouver un équilibre là-dedans? Mais c'est sûr que c'est souvent la culpabilité, ça va être lié peut-être à c'est-tu de ma faute, là? C'est quoi? C'est-tu mon éducation? J'ai pas assez fait, j'ai pas assez. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a comme un genre de croyance. Alors que les problèmes de santé mentale, souvent, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, il va y avoir plein de raisons. L'étiologie de pourquoi est multiple. Tu sais. Donc, il y a des raisons génétiques, psychologiques, le tempérament de l'enfant. Il y a des raisons, oui, tu sais, environnementales, au niveau sociétal. Donc, il y a plein mille une raisons. Donc, c'est pas la faute du parent, ça peut jamais être la faute du parent uniquement, tu sais. Donc, tu sais, je dirais de s'éduquer peut-être, ça peut être ça par rapport à ça, tu sais, d'aller chercher de l'information sur le trouble en question, que ce soit auprès d'organismes ou de réseaux, ça peut être intéressant. Après ça, ben, tu sais, comme n'importe quelle émotion, puis comme tantôt Nathalie disait, il n'y a pas de mauvaises émotions, tout ça. Fait que c'est aussi d'accepter, d'en prendre conscience, de le nommer, de l'exprimer, d'en parler à des gens, qu'on se sent coupable, qu'on a honte. C'est sûr que c'est tough, là, mais des fois, il y a des affaires qu'on pense qu'ils se disent pas, mais on peut le dire, trouver un espace sécuritaire, que ce soit avec des amis, que ce soit auprès de professionnels, où on peut exprimer des choses qu'on pense qui ne s'expriment pas d'une certaine manière, peut-être de la fatigue, aussi parce que la honte de peut-être de la culpabilité de sentir que des fois aussi on est comme submergé puis on n'est plus capable d'en donner puis c'est notre enfant puis ça, puis on aimerait ça, fait qu'il y a comme un genre il peut y avoir une culpabilité par rapport à ça, puis
es capable de reconnaître ça, tu sais, qu'on est humain aussi, puis qu'on a nos propres limites, qu'on peut pas, tu sais, je veux dire, donc de reconnaître qu'on fait notre possible, qu'on a fait notre possible dans le passé, qu'on continue, puis que des fois, tu sais, c'est assez, peut-être c'est assez, tu sais, mais c'est ça. Je sais pas si Nathalie a... Ben, je pense déjà juste d'être conscient que on est en train de vivre la culpabilité. Puis comme Gabrielle dit, c'est pas une mauvaise émotion. On vit tous la culpabilité. Mais d'accepter qu'on vit de la culpabilité, déjà juste d'être en mesure de l'identifier, de le nommer, de l'accepter, OK, bon, mais c'est ça que je suis en train de ressentir. Comment est-ce que je peux gérer cette émotion-là maintenant, moi-même? Parce que cette culpabilité-là peut nous amener à développer des comportements ou de poser des gestes qui, pour essayer de récupérer ce que je pense que j'ai manqué par le passé. Mm-hmm. Et de là devient possiblement c'est bien malgré nous, là, des complications dans la relation avec notre proche parce qu'on veut le protéger, parce qu'on pense qu'on a manqué à quelque part et donc je dois récupérer. Et on peut avoir tendance à peut-être trop en prendre par la suite. Donc, déjà d'identifier que je suis en train de vivre de la culpabilité puis de voir comment est-ce que je suis en train de gérer cette émotion-là, qu'est-ce que ça m'amène à poser comme geste finalement au sein de mon entourage ou avec mon proche. Puis, pour finir par trouver des outils pour gérer cette culpabilité-là par la suite. J'imagine qu'un des défis, c'est de d'être capable de faire la limite entre ses besoins et les besoins de l'enfant. Les besoins du parent, les besoins de l'enfant. Comment on peut faire ça ou comment on peut prendre ce recul-là? Ça ressemble un peu à, je pense qu'on parlait tantôt des limites par rapport à parent-enfant, puis tout ça, c'est vraiment important d'être capable de mettre des limites, c'est sûr, puis c'est très difficile parfois. Mais c'est ça, c'est de le nommer premièrement, de questionner. Ça commence par ça aussi, de faire un processus quand même qui est personnel. Puis après ça, d'en discuter. Là. Ça revient encore un peu à la communication. Tout ça, c'est sûr qu'il y a une zone de confort aussi, j'ai l'impression. Des fois, par rapport à comment mettre ses limites, puis à quel genre de limites. Parce que des fois, mettre ses limites, ça va engendrer des menaces ou des réactions. Donc là, c'est comment, puis en fond, fait que des fois aussi, c'est la zone de confort. Qu'est-ce que je suis prête jusqu'où je suis prêt, à, disons, faire, OK, regarde, il faut que je laisse aller. Je mets ma limite, puis je vais, parce que je succomberai pas aux menaces, disons, ou tout ça, ou OK, regarde, là, parce que, mané, quand tu mets une limite aussi, il faut être capable de la respecter. Fait que c'est de mettre des limites que tu vas être capable de respecter. Ça, c'est important parce que de mettre des limites que tu ne seras pas capable de respecter, puis de ne pas les respecter, puis après ça, de laisser la personne les franchir, puis les franchir, puis les franchir alors que tu mets, mais ça, ce que ça envoie comme message, c'est tu peux franchir mes limites. Je veux dire, c'est pas. Donc, il faut mettre des limites qu'on se dit si la personne essaye de faire bon, mais regarde, si tu fais ça, je vais faire ça, ou nanana, puis il y a des menaces, puis il y a un peu de ben, je vais être capable de les respecter pareil. Je vais garder ça, je pense que c'est important. C'est comme un espace non négociable. Oui, mais tu sais, c'est par rapport à soi-même aussi. Oui, c'est ça. C'est ça. Par rapport à mes valeurs, ça, je ne peux pas Ouais. négocier là-dessus. C'est quelque chose qui me heurte trop ou peu importe, mais donc, d'où l'importance de bien les définir, ces limites-là, parce qu'on ne peut pas commencer à en mettre partout non plus. C'est d'identifier, OK, ça, c'est des choses sur lesquelles moi, je ne suis pas prêt à négocier. Puis, il y a d'autres éléments qui peuvent me déranger un peu, mais je suis prêt à accepter aussi ton espace là-dedans. Ça, ce n'est pas mes limites, c'est autre chose. Mm-hmm. Si je peux rajouter quelque chose par rapport aux besoins, il faut faire attention avec les besoins parce qu'on peut avoir l'impression que le besoin... Je vais donner un exemple. J'ai besoin... Mon enfant a besoin de faire des études pour avoir un emploi, ou il a besoin d'aller consulter pour aller mieux, ou il a besoin de
Mais il faut faire attention. Si l'enfant n'a pas nommé que c'était son besoin, c'est qu'en fait, c'est ton besoin qu'on est en train d'imposer sur l'enfant. Donc, il faut prendre un pas de recul et se poser la question, est-ce que c'est quelque chose que mon enfant m'a nommé en tant que besoin ou je suis en train de mettre mon besoin sur mon enfant? Mm-hmm. Elle est là aussi la limite. Est-ce que c'est quelque chose que mon enfant a envie de faire ou est-ce que j'ai envie que mon enfant le fasse? Ben, est-ce que c'est, comme parent, j'imagine, à quelque part, il faut modifier certaines de ses attentes aussi. Il y a un ajustement à faire là-dessus, justement avec les attentes, les besoins de l'enfant qui ne sont pas nécessairement les mêmes que nous. Ce n'est pas nécessairement le parcours qu'on avait prévu pour eux, mais j'imagine qu'il faut s'ajuster aussi à ça. Oui, oui. C'est comme Nathalie vient de dire, c'est très juste. Il faut faire attention c'est ça. C'est qui? C'est qui? Puis c'est quoi les attentes? Puis c'est sûr que donc, il faut demander, il faut poser des questions aussi. Il faut parler à notre enfant, puis et lui donner un espace qui va être capable d'exprimer aussi ses propres besoins, puis c'est juste d'être empathique, puis de poser des questions par rapport à comment lui, est-ce qu'il perçoit son état ou sa situation. Des fois, on va se dire, ah, c'est dramatique ou whatever, ou non, qu'elle continue ses études ou tout ça, ou non, elle ne pourra jamais étudier. On va faire des inférences. Mais comment est-ce que la personne qui est concernée, Mm-hmm. elle, perçoit réellement ses capacités, puis c'est quoi ses désirs à elle? Qu'est-ce qu'elle désire d'accomplir? Donc, ça, c'est important parce que ça peut aider aussi à ce que la relation ait mieux, puis aussi à aller de l'avant. Passons à notre quatrième thème, la relation conjoint-conjointe avec ou sans enfant. Euh, c'est quoi les particularités d'une relation de couple quand il y en a un des deux qui a un trouble de santé mentale? Mais je pense qu'il y a plusieurs aspects dans ce type de relation. Premièrement, il y a tout le questionnement qui vient de j'ai choisi cette relation-là comparativement à la fratrie, un parent ou un enfant. C'est une relation que j'ai choisie. Donc, il peut y avoir beaucoup de questionnements sur est-ce que j'ai envie de rester dans la relation parce que ce n'est pas une relation qui m'est imposée, c'est quelque chose que je choisis. Puis, dans toutes les relations, c'est une relation que je vais choisir, mais il y a encore plus comme la notion de j'ai pas besoin nécessairement de rester. Fait qu'il y a ce côté-là. En même temps, il y a quand même de l'amour qui est là pour le conjoint-conjointe. On a quand même envie de rester puis de trouver la façon de naviguer dans tout ça. Donc, il y a tous les questionnements de, ma retraite va ressembler à quoi, la vie de famille va ressembler à quoi. Surtout, je pense que ça dépend où est-ce qu'on est rendu aussi dans notre couple. Là, quand on est plus jeune, on n'a pas encore établi la famille, mais il y a cette particularité-là. Ça va être quoi développer une famille, créer une famille avec la personne, avec mon conjoint, ma conjointe potentielle? Comparativement un petit peu plus tard, la retraite va ressembler à quoi? Fait que, je pense qu'il y a beaucoup de questionnements sur l'union en tant que telle. Est-ce que j'ai besoin de rester? Puis je pense qu'il y a beaucoup de questionnements qui viennent de l'extérieur aussi. Justement, des questionnements sur tu n'as pas besoin de rester. Fait que pourquoi tu décides de rester? C'est un peu aussi qu'est-ce que Martin nommait aussi là, dans son témoignage. Là, il y a beaucoup de questionnements de l'extérieur. Est-ce que j'ai envie de rester? Pourquoi tu restes? C'est un choix que tu fais. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de ces questionnements-là, là, finalement, dans la relation. Ouais. Jusqu'à quel point c'est important de comprendre la réalité de l'autre? Tu veux dire de la personne qui a Oui. Dans le sens, moi, mon conjoint et ma conjointe ont un trouble de santé mentale. Jusqu'à quel point c'est important que je comprenne sa réalité, que je comprenne. Parce que oui, on entend un diagnostic à un moment donné, mais la réalité, c'est que pour la plupart, on a une idée très parcellaire de ce que c'est. Jusqu'à quel point c'est important d'aller chercher les renseignements, de bien comprendre autant le côté, je dirais, clinique, de comprendre c'est quoi cette maladie-là, mais de comprendre aussi l'autre, comment il vit ça, et l'autre, OK, dans certaines situations, je ne comprends pas vraiment ce qui s'est passé. Peux-tu m'expliquer
comment toi, tu as vécu ça? Bien, je pense que peu importe la relation, c'est important de comprendre la réalité de l'autre. Il faut être à l'écoute de ce que la personne vit. Encore une fois, il faut que la communication soit ouverte. Il y a des problématiques de santé mentale qui vont peut-être nécessiter des hospitalisations, des ajustements de médicaments, des traitements, des suivis psychologiques. Donc, il y a toute cette réalité-là qu'il faut bien comprendre ce que la personne a quand même besoin comme accompagnement. En même temps, en connaissant la réalité de l'autre, je peux moi aussi m'ajuster avec ma réalité à moi. Tu sais, qu'est-ce que j'ai envie de prendre comme rôle de responsabilité? En même temps, tu sais, avant d'avoir des enfants, peut-être que tu sais, ça va être différent comparativement à quand il va avoir des enfants. Parce que là, tu sais, si je suis pas capable de. Si je comprends la réalité de l'autre et la problématique, pas juste la problématique, mais vraiment juste les impacts que ça peut avoir au sein de notre couple. Mais quand il va avoir des enfants, je vais savoir à quoi m'attendre quand il va avoir des enfants, s'il y en a. Ou, tu sais, parce qu'il peut y avoir plein d'autres. Tu sais, il peut y avoir d'autres choses là, qui vont se présenter, là, des pertes d'emploi, des déménagements, tu sais, des décès dans la famille. Tu sais, c'est toutes des sources, ou tu sais, des choses positives aussi. Mais c'est des sources de stress. Fait que, tu sais, est-ce que ça va être quoi mon rôle? Donc, oui, il faut comprendre la réalité de l'autre. Il faut savoir quand même avoir une bonne connaissance clinique, mais aussi de la personne. Il faut avoir un dialogue ouvert avec la personne. Il faut être en mesure de dire, là, est-ce que c'est une bonne journée? Est-ce que ça va bien? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Moi, j'ai besoin de prendre un pas de recul. Donc, il faut en discuter. Gabriel, je ne sais pas si tu as quelque chose à Oui, rajouter. non, je ne sais pas. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je pense, c'est sûr, mais comme tu as dit, c'est dans toute relation. Mais il faut aussi que, oui, c'est ça. Mais l'idéal aussi, c'est que l'autre se connaisse lui-même ou elle-même aussi, ou après, en tout cas. Donc, il y a comme un truc de, oui, tu sais, faut être ouvert à la réalité de l'autre, mais il y a aussi quelque chose qui appartient à l'autre de la communiquer, puis de aussi prendre à conscience, tu sais, de ses propres patterns ou de situations qui peuvent être plus déclenchantes que d'autres. Ou, tu sais, donc, c'est un travail qui est commun dans le couple, dans n'importe quel type de relation, c'est toujours euh, ensemble. Tu sais, c'est toujours dans le relationnel, c'est jamais un ou l'autre. Puis quel rôle le conjoint ou la conjointe peut jouer dans le rétablissement ou dans l'accompagnement clinique jusqu'à un certain point? Ben, dans l'idéal, peu importe, encore une fois, la relation, les membres de l'entourage seraient impliqués dans le plan de rétablissement. C'est sûr que ce n'est pas toujours évident de faire partie de ce plan d'intervention. Je pense que c'est de voir avec la personne, le conjoint, la conjointe qui a reçu le diagnostic, quel rôle, qu'est-ce qu'il s'attend de la part du partenaire de vie. Puis par la suite, tu peux prendre la décision en tant que partenaire, est-ce que c'est le rôle que tu souhaites prendre? Ou les responsabilités. Puis, sachant que ça aussi, ça va changer, là, un peu comme avec la fratrie. Là, on va faire la situation au début ne sera pas la même que 5 ans plus tard, 10 ans plus tard. Donc, de maintenir le dialogue ouvert. Fait que ça va être de voir quel rôle d'accompagnement est-ce que la personne qui a le diagnostic s'attend de toi en tant que partenaire. Puis quel rôle que tu as envie de jouer. Fait que, ça peut être, ça peut varier. Là. Il y a des gens que, ça va être, par exemple, tu prends les finances parce que pour moi, c'est trop stressant. Ça peut être, j'ai besoin que tu m'accompagnes chez le psychiatre parce que je ne suis pas sûre de comprendre les informations parce que c'est très médical. Donc, peut-être à deux, on va pouvoir, bien comprendre puis cerner. J'ai peur d'oublier des questions. J'ai peur de... Je ne sais pas si je donne la bonne information. Fait que, on peut... Ça aussi, le partenaire de vie peut jouer ce rôle-là, un peu comme faire, je vais utiliser le terme anglophone, l'advocacy, c'est comme la personne qui va vraiment accompagner. Ouais. Je pense que ça dépend de chaque situation, ça dépend de chaque couple, finalement, là. Mais ça va être aussi la personne qui va, je vais juste faire, je vais penser à quelque chose, là, mais le partenaire, comme tous les autres proches, là, souvent, c'est la personne qui habite avec la personne qui a le diagnostic. Donc, c'est
souvent, ça va être la personne qui va voir les premiers signes, s'il y en a, là, les premiers signes de rechute ou les premiers signes avant-coureurs, qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, trop de stress, trop de peu importe, de stress qui est en train de refaire surface. Mais c'est souvent cette personne-là qui va faire le signal d'alarme. Fait que, c'est là l'important aussi d'avoir un dialogue ouvert. C'est comment est-ce que le partenaire peut nommer à leur conjointe qui a le diagnostic qu'il y a des signes, comment est-ce qu'on peut concorder le tout ensemble, là, où est-ce que je peux partager l'information en sécurité, puis que qu'est-ce qui va t'amener à comprendre qu'est-ce que j'essaie de te dire aussi, là. Mais encore une fois, le dialogue ouvert. Bien, ce que je retiens de notre conversation, c'est que peu importe le rôle, peu importe le type de relation, il y a quand même plusieurs défis qui sont les mêmes ou qui se regroupent. Comment on fait pour concilier son rôle, que ce soit de conjoint, de parent, de collègue, sans s'épuiser? Comment on peut faire pour justement, c'est pas nécessairement le bon terme, mais se protéger là-dedans? Ben, ça, moi, je pense que c'est, ou je sais pas, c'était Nathalie, t'avais-tu. Bon, vas-y, je te laisse, t'es bien. Partais. Mais tu sais, ça, je pense que c'est pas, encore une fois, je pense que c'est pour tout le monde, ça, tu sais, c'est un peu on a beaucoup de rôles dans la vie, on joue beaucoup de rôles, que ce soit au travail, dans la famille, avec les amis, conjoints, tout ça, puis de concilier tout ça, c'est toujours, ça peut être un défi, là, tu sais, mais on dirait que c'est comme une question comme ça, tu sais, je dirais, tu sais, de manière positive, comment faire pour les concilier? De trouver des espaces à soi, tu sais, de trouver des espaces des affaires qui nous appartiennent, toujours tu sais, essayer de rester connecté avec nos valeurs. Tu sais, ça peut être des activités tu sais, qui nous permettent de décrocher, qui nous font du bien, avoir des loisirs, tu sais, des choses comme ça, là, tu sais, des endroits d'expression, que ce soit artistique ou que ce soit autre chose. Tu sais, ça peut être super intéressant. Là. Ouais. Ben, de ne pas Ouais. s'oublier là-dedans puis de se garder des sources de plaisir Ben oui, c'est à ça. nous. Oui, oui. Mais il y a aussi, tu sais, on est tellement, tu sais, quand un diagnostic arrive, puis tu sais, ça peut être 5 ans, 10 ans plus tard, là, souvent, là, on est tellement focusé sur la détresse chez l'autre qu'on oublie la détresse chez soi. Donc, tu sais, de prendre le temps aussi d'observer comment je me sens quand je vais bien, comment je me sens quand je vais pas, quand je vais un peu moins bien, puis comment je me sens quand je vais vraiment pas bien. C'est quoi mes signaux à moi? Fait que, tu sais, oui, concilier tous mes rôles, mais peu importe tout ça, là, moi, là, quand je pense à moi, là, comment je me sens là, actuellement, là, tu sais, fait que de prendre un espace à tous les jours où est-ce que, tu sais, je peux m'asseoir, puis je peux être avec moi-même, puis me demander comment ça va, moi, comment ça va, pas les autres, pas au travail, pas mon proche qui a le diagnostic, pas conjoint, mais moi, là. Fait que déjà, puis tu sais, après aussi, tu sais, de mettre en face sur, tu sais, des activités pour soi, là, tu sais, de penser à soi, mais vraiment tu sais, de se permettre de voir qu'on va pas toujours bien, nous aussi, là. Puis je pense que c'est là aussi, quand on accepte qu'on ne va pas toujours bien, nous aussi, que c'est d'accepter des fois que ça se peut qu'on ait besoin d'aide, nous. Pour nous, pas. Parce que le réflexe, c'est d'aller chercher de l'aide pour l'autre. Oui. Mais à Oui, quelque c'est part, ça. nous aussi, on a des besoins. Absolument. Exact. Il faut se permettre aussi, là. On a le droit. OK. On en arrive aux questions du public. On a déjà des questions qui sont arrivées. Je rappelle aux autres qui nous écoutent sur Facebook, vous pouvez les écrire là, directement sur Facebook. Pour ceux qui sont avec nous en ligne sur Zoom, vous les écrivez par le chat. Il y a comme plusieurs outils possibles. Le plus simple, on va fédérer ça avec tout au même endroit. Donc, on va y aller dans l'ordre. Première question. Ma mère a reçu un diagnostic de TPL. J'ai essayé de mettre mes limites, mais elle a de la difficulté à comprendre. Elle pense que je ne veux plus être là pour elle. Première question, est-ce que c'est normal? Et deuxième question, qu'est-ce que je peux faire pour y arriver? Oui, c'est normal. Je dirais ma réponse, oui, c'est normal. Dans le cas du TPL,
le trouble de personnalité limite, là, pour les gens qui ne sont pas familiers, c'est un des corps, là, disons, un principe très au centre là, de ce trouble-là, c'est la peur de l'abandon. Donc, c'est sûr que toute forme de limitation, toute forme d'individuation ou justement peut être perçue. Puis des affaires très, très, très simples là, peuvent être perçues comme un abandon, là, pas répondre à des appels, pas envoyer un texto assez rapidement, là, tout ça. Là. Donc, imaginons, donc oui, c'est normal de mettre ses limites, que mettre ses limites crée ça. Je dirais, après ça, comment? Ben, c'est de, je dirais peut-être persister. Persister, accepter qu'il va falloir répéter sa limite, la remettre plusieurs fois. Accepter, c'est ça. Et que oui, ça va venir avec des émotions. Tantôt, Nathalie en parlait des fois de culpabilité. Puis aussi, il peut y avoir peut-être des fois des menaces de la culpabilisation qui peuvent venir aussi de l'autre personne, mais aussi juste internement à soi-même, on peut se sentir très mal de faire ça. Donc c'est de continuer et de ne pas avoir peur de les remettre, mais puis d'essayer de rassurer la personne, puis de valider, puis de dire, mais non, c'est pas ça, puis je suis encore là pour toi, puis regarde, je fais ça pour toi, ou je fais ça pour toi, puis je suis content, je suis prêt à faire ça, mais pas ça. C'est ça. Je sais pas. Faut être très clair dans les limites qu'on met en place avec une personne. Clair et précis, et il faut le maintenir en place. Parce qu'à partir du moment où est-ce qu'on commence à enlever la limite, ça devient très déstabilisant pour soi et pour la personne qui a le diagnostic de TPL parce que là, on ne sait plus sur quel pied danser. Là, je me sens abandonnée, là, je me sens plus abandonnée. Là, finalement, on remet la limite en place, je me sens encore plus abandonnée. Fait que c'est comme très flou. Fait que si on met des limites en place, il faut les maintenir en place. Puis en même temps, comme Gabriel dit, des mots rassurants, je t'aime, mais j'ai besoin de prendre le pas de recul, je t'aime, mais j'ai besoin de... Parce qu'ils ont... parce qu'ils ont quand même la crainte que, oui, on va finir par partir, mais il faut quand même les maintenir en place. Là. Avec le temps, ça finit par se rétablir parce que ça devient normal. Ça devient sécurisant, à la limite. Parce que là, la personne qui a le diagnostic sait à quoi s'attendre. Le cadre est clair. Mais faut répéter. OK. Deuxième question. Ma petite sœur de 17 ans vient de recevoir un diagnostic de trouble bipolaire. Elle ne veut pas en parler ni avec moi, ni avec mes parents. Pourtant, on veut être là pour elle. Est-ce qu'on doit persister ou on doit attendre que ce soit elle qui veuille nous en parler? Parce que c'est difficile de la voir s'isoler en ce moment. On garde une porte ouverte, mais on ne pousse pas trop. Souvent, quand on parle de santé mentale, c'était confrontant pour la personne. Fait que des fois, on ne va pas parler du diagnostic en tant que tel s'il y a des choses qui sont dérangeantes pour la personne, pour ta sœur. Là, ça, on pourrait parler de ça. On ouvre une porte là-dessus, là, puis des fois, ça va amener vers le diagnostic. Mais sinon, on parle d'autres choses, on revient, on peut poser des petites questions de fois de temps en temps, on laisse la porte ouverte, mais poussez pas trop parce que c'est là que la porte finit par se refermer, malheureusement. Fait qu'on attend, puis on reste présent, on fait des activités, on essaye de l'amener quand même à s'intégrer, des soupers de famille, on va prendre une marche, on va faire des petites choses ensemble, on ne va pas parler du diagnostic. On va maintenir la relation, puis à un moment donné, ça va peut-être finir par ouvrir. Là. Mais on travaille plus sur la relation que sur le fait de parler du diagnostic. Exact, je suis 100% d'accord. C'est ça que j'aurais dit. C'est pas avoir peur de parler d'autres choses, puis de juste passer du bon temps, puis de se concentrer sur la relation, puis de respecter les rythmes. C'est ça. Des fois, on veut comme trop. On veut comme trop en parler, puis on veut, puis pas qu'on veut trop, mais si la personne n'est pas prête, elle n'est pas prête. Puis ça va être positif de juste passer du temps avec. Ça va être rassurant, je pense, pour cette personne-là, de voir que OK, ils sont capables de ne pas m'en parler tout le temps, ou je ne sais pas. Donc là, peut-être ça va venir d'elle. Je reste moi. Reste moi, même si j'ai un diagnostic. J'ai quand même ma famille. Exact. La personne n'est pas
son diagnostic. Ouais. OK. Troisième question. L'équipe qui suit mon fils est réfractaire à me donner de l'information à cause de la confidentialité. Comme parent, comment on peut aider si on n'a aucune information? De différentes manières, mais ça, c'est quelque chose qui est assez fréquent. Je dirais à cause du consentement et de la relation client, là, de la confidentialité en santé mentale. C'est ça, les équipes médicales ne vont pas donner d'informations aux parents. Je dirais que ça peut être anxiogène, tout ça. Mais je pense que le meilleur moyen, ça reste de bâtir puis entretenir la relation avec votre enfant. Parce que lui peut vous donner des informations, énormément d'informations. Donc, c'est lui qui les a, dans le fond. Donc c'est de voir puis à quel niveau est-ce que lui est confortable de vous intégrer dans son rétablissement puis dans toute sa relation avec le système aussi. Tu sais, ça se peut que il ait besoin de vous, puis il soit heureux que vous soyez présent à des rendez-vous médicaux ou quoi que ce soit, ou ça se peut que pas du tout. Il faut respecter ça parce que c'est la personne qui, qui dirige, mais tu sais, c'est sûr que l'information est là, mais c'est auprès de la personne. Fait que ça revient un peu à ce qu'on a dit avant. Des fois, ça peut être de bâtir la relation, de travailler sur la relation avant d'aller vers le diagnostic, tout ça. Si c'est comme pas accessible pour le moment, mais si ce l'est, il faut voir quand même essayer, garder la porte ouverte, comme Nathalie disait. Je sais pas si... Puis on peut valider aussi avec la personne quel rôle est-ce qu'il s'attend de nous en tant que proche. Et on peut évaluer nous-mêmes si ça concorde au rôle qu'on a envie de prendre, mais d'ouvrir le dialogue encore une fois avec la personne, mais de ne pas trop pousser non plus. On maintient encore la relation, comme Gabriel dit, on construit la relation, on fait des activités autres, pour la personne aussi, parce que recevoir un diagnostic, ça donne l'impression que toute ta vie doit tourner autour de ça. Fait qu'on peut lui donner le droit aussi que sa vie ne tourne pas toujours autour de ça. On peut faire autre chose avec la personne. Il n'y a pas juste son diagnostic, c'est la personne. Fait qu'on maintient la relation avec la personne. Puis en espérant qu'à un moment donné, la communication ouvre un petit peu plus, puis peut-être qu'il va être moins réfractaire, ou pas lui, mais l'équipe médicale, là, peut-être qu'il va donner son consentement aussi là, pour que l'information soit partagée. OK. Ben, merci beaucoup. Ça fait le tour des questions qu'on avait. Puis on est pas mal. On est pas mal dans nos temps. Je dirais que j'étais à 2 minutes de l'horaire. Donc, on a été disciplinés. Merci beaucoup d'avoir été, d'être présent avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience, votre vécu. Je suis convaincu que ça a aidé les gens. Moi, ça m'a permis encore d'en apprendre plus et de voir, de continuer à ouvrir les œillères. Merci à tous ceux qui ont assisté, qui sont venus aujourd'hui avec nous, que ce soit sur Zoom, sur Facebook. Merci à ceux qui vont l'écouter en différé, parce que la vidéo va être bien sûr toujours présente sur notre page Facebook, mais va être réutilisée sur YouTube. Ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion d'essayer notre outil interactif, je vous invite à aller sur le site capsolution.ca. On a aussi partagé là, un lien sur le chat tout à l'heure qui va vous permettre de découvrir cet outil-là. Vous allez voir, s'il y a un message, je pense, qui est important de retenir, c'est que derrière les statistiques, derrière les éléments, derrière les généralités, dans les faits, il y a des vrais êtres humains qui vivent ça, des êtres humains comme vous, comme moi. Chaque histoire est unique, mais il y a des éléments qu'on peut aller tirer de ça. Il y a des solutions. Il y a des belles histoires, il y a des beaux succès. Et je pense que ça, tout le monde doit garder ça en tête. Demain, on va procéder au lancement d'un balado spécial dans le cadre de la campagne qui a pour thème le bien-être. Cette année, on veut vraiment aller sur l'humain, sur les solutions, sur le bien-être, parce que oui, il y a des défis, mais ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas « Ah, il y a un défi, ma vie s'arrête là ». Il y a des solutions, il y a moyen d'être bien là-dedans, il y a moyen d'avoir des belles relations là-dedans. Je vous rappelle aussi, du 12 au 15 octobre, il y a le Festival du film Au contraire
qui présente qui présente 25 films sur la santé mentale. Parmi les 25 films, il y a Garder le cap, le documentaire qu'on a lancé l'an dernier, qui lui aussi permet de voir des humains, permet de voir des témoignages, permet de voir des solutions. C'est possible d'obtenir un rabais pour l'achat d'un laissez-passer virtuel. Il suffit d'aller sur notre page Facebook pour avoir les détails pour ça. Puis finalement, une des activités, une des choses dans le cadre de la campagne cette année, c'est une exposition virtuelle qui est une compilation de créations artistiques. On a approché là, les organismes membres, on leur a demandé de regarder pour des créations artistiques autour du thème de la demande d'aide et bien sûr des bénéfices de la demande d'aide. On a aussi un album multimédia qui est une compilation de témoignages de toutes sortes, des vidéos, des textes, certains anonymes, certains non, qui permettent de voir différents parcours. Parce que peu importe le chemin qu'on a pris, il y a une chose, il y a une solution commune, il y a de l'aide qui est possible. On peut demander de l'aide, il y a des gens qui sont là pour nous. Des gens, des fois, de notre entourage, mais il y a aussi des professionnels qui sont là, des gens comme Nathalie, comme Gabriel, qui peuvent accompagner les gens. Des fois, juste d'avoir un regard extérieur, juste de pouvoir parler avec quelqu'un, juste de se donner le droit de parler, ça fait déjà partie de la solution. Donc, encore une fois, ça va être sur notre site capsolution.ca. Vous allez voir les outils, vous allez voir la vidéo, vous allez voir l'exposition virtuelle. Donc, c'est quelque chose qui va se bonifier. Puis vous-même, si vous avez des témoignages, vous voulez rajouter quelque chose à ça, c'est une discussion continue. On veut continuer de mettre de l'avant cet aspect humain-là parce que c'est pour des humains qu'on fait ça. Donc, voilà. Je vous remercie tous et toutes d'avoir été là avec nous aujourd'hui.